Tu dirais que c'est quoi la principale idée reçue contre laquelle tu dois te battre aujourd'hui quand tu parles de retraite avec tes clients? L'idée reçue, c'est de s'imaginer qu'on a le temps. Il y a tellement de façons de préparer sa retraite. L'idée, c'est de peut-être reprendre la main avec d'autres outils pour justement s'en préparer une. C'est quoi un PER? Parce qu'on en entend souvent parler, mais concrètement, c'est quoi? Donc c'est vraiment pour les gens qui ont cette appétence pour la retraite. Et c'est un bel outil quand même parce qu'on va aller activer deux leviers. Donc tu as la déduction d'impôts, ça c'est le premier levier, les impôts. Et le deuxième, c'est l'épargne. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Patrimoine. On est vraiment ravis car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux Innovea, la chaîne YouTube et évidemment les plateformes podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est bien connu quand même du monde de la finance, un placement bien connu qui s'appelle le PER, le plan épargne retraite. On va donc parler retraite. Et avec nous, on a pour en parler Solène Maufra, donc qui est conseillère en investissement financier chez Innovea. Bonjour Solène. Bonjour Gwen. Je suis ravie de te recevoir, notamment sur ce sujet de la retraite. Mais avant d'en parler, peut-être quelques mots sur toi. Eh bien, je m'appelle Solène Maufra, j'ai 34 ans et j'exerce le métier de conseillère avec Innovea depuis 5 ans. Et avant ça, comme beaucoup de confrères, j'étais dans un métier qui n'avait rien à voir puisque c'était les ressources humaines. On va dire, à part le côté humain, j'ai pas gardé grand-chose. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu es passée de l'un à l'autre ? Je pense que j'avais envie de retrouver un peu du sens à ce que je faisais parce que j'ai travaillé 7 ans dans les ressources humaines, mais j'ai bougé de boîte en boîte, d'entreprise en entreprise, sans jamais vraiment trouver ma place. Et en fin de compte, l'équilibre, je l'ai trouvé en créant ma propre entreprise, puisqu'on peut dire que c'est l'entreprise dans laquelle je suis restée le plus longtemps, c'est la mienne. Et aujourd'hui, comment tu décrirais ton métier en fait ? C'est quoi une conseillère en investissement financier ? Une conseillère en investissement financier, c'est quelqu'un qui écoute. Vraiment, c'est de l'écoute active et sincère, de l'écoute active et sincère pour ses clients et trouver des solutions pour eux, pour les accompagner au quotidien. Et être là quand il y aura des intempéries, parce que la vie va être pleine de surprises, et de les accompagner le plus longtemps possible. Comme un médecin de famille ? Oui. Oui, complètement. Mais pour la partie patrimoniale et financière. Alors, on va parler d'un très beau sujet avec toi aujourd'hui, la question évidemment de la retraite. On va focuser ensuite sur la question du PER. Mais justement, parlons d'abord de la retraite, qui est une question qui, j'imagine, intéresse absolument tout le monde. Il y a pas mal quand même d'idées reçues. Tu dirais que c'est quoi la principale idée reçue contre laquelle tu dois te battre aujourd'hui quand tu parles de retraite avec tes clients ? L'idée reçue, c'est de s'imaginer qu'on a le temps. Et à un moment donné, la retraite, elle arrive. Donc, c'est un peu dommage tout le temps de repousser cette échéance et de se dire, je m'en occuperai quand elle approchera ou pire, quand j'y serai. Non, la retraite, en fait, ça s'anticipe. Et donc, de croire qu'on a le temps, c'est un peu dommage. Alors, justement, à partir de quel âge ça te semble pertinent de commencer à s'y intéresser ? S'y intéresser, c'est le plus tôt possible. Je ne dis pas forcément de la préparer ou de mettre en place des solutions, mais au moins de s'y intéresser. Ça serait le plus tôt possible parce qu'on va avoir en fait un facteur temps qui, lui, va continuer de s'écouler, qui sera en fait irrattrapable. Et donc, d'anticiper ça, c'est idéal. Quand on parle du facteur temps, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que forcément, plus tu t'y prends tard, plus l'effort d'épargne devrait être important. C'est surtout ça, en fait, que tu soulignes ? Oui, c'est l'idée. C'est pour un résultat équivalent, quelqu'un qui s'y prend 10 ans en avance ou 30 ans en avance, l'effort ne sera pas du tout le même. Donc forcément, plus on anticipe, plus c'est simple. Et ça sera plus facilement supportable ? Complètement. Selon toi, quelle est la principale inquiétude des Français quand ils pensent à leur retraite ? C'est la baisse de pouvoir d'achat à la retraite. Eh ouais, de passer d'un stade de vie à un autre. Oui, complètement. Quand tu es en activité, tu as des revenus en conséquence. Et quand tu passes à la retraite, souvent, ta pension de retraite est moins élevée que ton revenu d'activité. Donc, le train de vie que tu t'étais construit, il va falloir qu'il s'aligne sur ces nouveaux revenus qui sont un peu plus bas. Et je pense que c'est assez clair dans la tête de tous les Français, c'est que notre système de retraite, aujourd'hui, est assez fragile. Donc, forcément, quand on touche aux pensions de retraite, ça crée quand même de vives réactions. L'État a la main dessus. C'est l'État qui prend des décisions pour les retraites. Donc, l'idée, c'est de peut-être reprendre la main avec d'autres outils pour justement s'en préparer une. Alors justement, quels sont, ces outils simples peut-être que tu pourrais donner les tout premiers pour reprendre la main sur sa retraite ? Il va y en avoir plein. Ça peut être du financier, ça peut être de l'immobilier. Et dans le financier, on va avoir plusieurs outils comme assurance vie, PER. Immobilier, on va avoir de l'immobilier en direct, indirect. Il y a tellement de façons de préparer sa retraite.
On peut vraiment faire du sur-mesure. D'accord, donc en tout cas, ça semble plutôt simple Oui. et abordable pour tout le monde? C'est abordable pour tout le monde. Pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Surtout quand on anticipe. Ok. Alors là, nous, dans cette émission, on va se concentrer sur une solution qui est le PER, donc le plan épargne retraite. Un chiffre quand même. Fin 2024, on estime que plus de 11 millions de personnes détiennent un PER. Ça fait l'équivalent de 119 milliards d'économies. Donc a priori, en effet, il y a de l'appétence déjà pour cette solution. Mais d'abord, c'est quoi un PER? Parce qu'on en entend souvent parler, mais concrètement, c'est quoi? Et comment ça marche? Oui. Alors, un PER, c'est une épargne. C'est une épargne qui ressemble un peu à l'assurance vie, puisqu'on va retrouver à l'intérieur cette partie fonds en euros qui est sécurisée et unité de compte qui sera les marchés financiers. Et le PER peut être composé de 3 compartiments. Celui qu'on connaît le mieux et celui qui attire beaucoup les épargnants, ça va être le tout premier, le compartiment individuel, parce qu'il est souvent associé à une déduction d'impôt. D'accord. Pour faire une petite parenthèse sur ce qu'est une déduction d'impôt, le principe, c'est que quand tu places de l'argent sur ton PER, le montant placé va venir s'enlever de tes revenus imposables. Donc mécaniquement, si tu as moins de revenus imposables, tu baisses moins d'impôts. Tu baisses tes impôts. Ok. Là où quand même je mets un gros point d'attention, c'est que le PER est quasiment définitivement bloqué jusqu'à la retraite. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont cette appétence pour la retraite. Et c'est un bel outil quand même parce qu'on va aller activer 2 leviers. Donc, tu as la déduction d'impôt, ça c'est le premier levier, les impôts. Et le deuxième, c'est l'épargne. Et je vais te dire ce que je dis un peu à tous mes clients, c'est bloquer pour bloquer, on va la faire travailler cette épargne. Alors, tu disais, il y a plusieurs tiroirs. Donc, en fait, il y a l'aspect individuel et il y a quoi en fait d'autre dans le PER? Dans les 3 compartiments, tu vas avoir le premier, c'est l'individuel. Le deuxième, ça va être celui qu'on trouve un peu en entreprise avec des percos, donc c'est le collectif. Et le troisième, c'est le versement obligatoire. Et tu peux faire les 3? On peut faire les 3. C'est pas l'un ou l'autre. Est-ce que c'est un produit qui est réservé aux personnes proches de la retraite ou pas du tout? C'est surtout réservé aux personnes qui ont envie de préparer leur retraite. Et ça, quel que soit l'âge. À partir du moment où la retraite en fait prend du sens pour la personne, pourquoi pas réfléchir au PER? Ok. Et est-ce que le PER, c'est une réponse suffisante aux incertitudes liées à la question de la retraite? Est-ce que tu te dis, ok, je suis inquiet, je ne vais pas avoir évidemment le même niveau de vie, donc, en plus de ma retraite classique, je fais PER? Le PER, ça va être l'un des outils. La réponse suffisante, pas forcément, parce qu'il va vraiment s'inscrire dans une stratégie globale. N'oublions pas que l'épargne est quand même bloquée jusqu'à la retraite. Donc, ça serait un peu dommage de faire, par exemple, son matelas de sécurité de type livret bancaire et juste un PER. Il ne faut pas non plus se mettre en difficulté financière, étant donné que c'est bloqué. Et selon toi, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui sont justement liées au PER? C'est de trop verser dessus. C'est une épargne qui est destinée à sa retraite. Il faut se dire qu'à partir du moment où tu as versé 1 euro dessus, tu l'oublies. Tu l'oublies, c'est pour plus tard. Donc, il faut bien calibrer quand même ce PER pour ne pas se mettre non plus en difficulté financière. Il ne faut pas non plus être trop attiré par cet appât de gain fiscal. Oui, parce qu'en effet, vouloir baisser ses impôts, c'est peut-être aussi, après, derrière, on se bloque. Exactement. Parce que finalement, on n'a plus après, à côté, de l'argent rapidement mobilisable, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on entend beaucoup et c'est une vérité. Les impôts, ce n'est pas un projet, c'est un levier. Le PER, c'est pour ta retraite. Et si on peut, on va aller utiliser tes impôts. Ouais, donc ne pas se coincer en tout cas avec cet objectif qui est un objectif à plus long terme. Quand même, oui. Alors, on va voir concrètement comment fonctionne le PER et notamment son alimentation. En effet, très bien, je décide d'ouvrir un PER. J'opte pour quoi? Versement libre au gré de mon activité, ou je programme, ou comment j'alimente ce compte? Comme on veut. Pour la faire courte, c'est comme on veut. D'accord. C'est vrai que c'est très souple. C'est très souple la façon dont on peut l'alimenter, puisque tu peux l'ouvrir déjà avec un premier versement et tu as le droit de l'oublier. Si tu ne ressens plus le besoin de l'alimenter, on ne l'alimente plus. Tu peux l'alimenter avec des versements ponctuels. Si au bout d'un moment, tu isoles une somme d'argent que tu estimes pouvoir optimiser pour ta retraite, pourquoi pas en remettre un peu dedans. Et idéalement, à partir du moment où tu ouvres un PER, c'est qu'à un moment donné, ça a eu du sens. L'idéal, c'est de faire des versements programmés. Oui, moi j'ai quand même l'impression qu'on conseille souvent ça, c'est-à-dire même un petit peu, ça permet en plus de ne pas l'oublier. Oui, mais c'est exactement ça. En fait, tu payes ton forfait de téléphone et tu places sur ton PER et ça rentre dans tes habitudes. Et tu conseilles quoi, à la fin de l'année
De te dire, de faire un point fiscal et de te dire, tiens, est-ce que j'ai encore de l'argent? Est-ce que je le mets sur le PER ou sur autre chose? Mais pourquoi pas, complètement. Quand on est à la fin de l'année, ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a la vraie visibilité des salaires, en tout cas des revenus obtenus, et on va faire une vraie simulation d'impôt, en tout cas au réel. Et donc, en fonction, on va voir si ça a encore du sens de verser dessus, en tenant compte, bien sûr, de tout le reste. Et est-ce que quand tu pars sur l'option de versement programmé, tu peux les arrêter? Parce que ça peut faire aussi un peu peur de se bloquer. Ouais. Oui, on peut avoir l'impression que c'est engageant, mais alors pas du tout. Et c'est l'un des gros avantages du PER. Tu peux les arrêter du jour au lendemain? Quand tu veux. D'accord. Il n'y a pas d'obligation d'alimenter ton PER. Et sans pénalité? Et sans pénalité. Ah oui. Entre guillemets, on clique sur le bouton et ça s'arrête. D'accord. Et on clique sur le bouton et on les reprend. Ouais. Et tu peux aussi moduler, On peut moduler. On peut moduler, il y a des minimums. Et il y a des minimums en tout cas pour déclencher le versement programmé. Et on fait ce qu'on veut. Alors, le PER, c'est, tu le disais, plutôt essayer d'anticiper, d'en prendre un le plus tôt possible. Comment tu vas travailler l'évolution du PER en fonction de l'âge et du profil? L'avantage avec le PER, c'est qu'en fonction de l'âge, on sait tout de suite l'horizon de placement, puisque l'élément déclencheur, ce sera la retraite. Oui. C'est assez facile à calculer. Et on peut calculer son âge de retraite. Oui, complètement. Du coup, c'est assez simple de savoir pour combien de temps on est parti, puisque ça va dépendre du départ à la retraite. Et donc, en fonction de la durée, on ne va pas du tout gérer l'épargne de la même manière quelqu'un qui a 30 ans devant soi ou quelqu'un qui a 10 ans. Et l'autre chose, ça va être ce qu'on appelle le profil investisseur. C'est les connaissances de la personne sur les investissements de manière générale, son expérience, mais aussi son appétence au risque. Et en fonction, en fait, on fait passer un petit questionnaire, et en fonction des résultats de ce questionnaire, on va voir comment on pilote cette épargne et comment on va la faire évoluer. Oui, parce que tout à l'heure, tu l'as dit un peu rapidement, en fait, c'est quoi la composition du PER? Tu as parlé fonds euros, d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et à quel moment c'est un profil qui est, qu'on va dire, considéré comme sûr, il n'y a pas de risque, et puis à partir de quand ça devient un peu plus risqué? En fait, c'est comme tu as dit, c'est ce qu'on va mettre dedans. En fait, l'enveloppe... C'est comme une épargne, on est d'accord? Oui, complètement. C'est une poche. C'est une poche qu'on va alimenter. Et d'où aussi l'idée des versements programmés, c'est que si on veut qu'elle grossisse, il faut l'alimenter. Et donc, petit cochon dans lequel on met régulièrement c'est la petite tirelire où on met des pièces de temps en temps. Le principe, justement, c'est à l'intérieur de cette poche, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une partie qu'on peut sécuriser, qu'on appelle les fonds en euros. Et cette poche, le but, justement, c'est d'être sûr de pouvoir la récupérer puisqu'elle ne va quasiment pas bouger. Et le principe, c'est que si tu ne prends pas de risque, souvent, tu as quand même peu de rémunération. Enfin, c'est pas fait pour. C'est comme un livret A. Oui, c'est ça. C'est bon, voilà, c'est un placement sûr, mais ça rapporte pas forcément beaucoup. Si on peut comparer, le livret A, c'est pas mal. Et à côté, tu as les unités de compte. Donc, elles cohabitent toutes les deux dans le contrat, mais elles sont sur deux poches distinctes. Et les unités de compte, c'est les marchés financiers. Et là, ça va fluctuer. Et on va faire fluctuer en fonction de ton profil investisseur. Oui, si tu dis je suis OK pour prendre des risques ou si je suis pas du tout OK pour prendre des risques. Oh, c'est exactement ça. Quelle fluctuation tu es prêt à accepter sur cette épargne? Parce que le but non plus, c'est pas de surréagir. Oui, parce que ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que ça descende et que tu perdes et que tu vas attendre que ça remonte. Ça peut momentanément descendre dans le but que ça remonte. Oui, sachant que c'est sur le long terme, donc on peut toujours espérer que ça finisse par remonter. Mais c'est ça, c'est le principe de, par contre, on fait des unités de compte quand on a le temps. Oui, pas pour faire du gain rapide. Est-ce qu'il y a des plafonds sur les versements? Alors, je vois ce que tu veux dire par plafond, mais alors techniquement, le PER n'a pas de limite. D'accord. On peut l'alimenter autant qu'on veut, on met autant d'argent qu'on le souhaite. Là où il y a des plafonds, c'est pour la déduction. En fait, à partir d'un certain montant, la déduction d'impôt dont j'ai un peu parlé au début ne s'appliquera plus. Donc ça sert potentiellement pas forcément plus à rien, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact financier plus important sur la déduction. Mais c'est ça, en fait. C'est là où ça peut perdre un petit peu de son avantage quand même, parce que derrière, qu'on ait la déduction ou pas, ça restera bloqué jusqu'à la retraite. Donc le but, souvent, c'est de ne pas dépasser ces plafonds. Et il y a un calcul qui est assez simple pour se repérer, c'est 10% de nos revenus de l'année précédente. OK. Donc si tu veux verser en 2026, tu prends 10% de tes revenus de 2025. Attention quand même, l'État a mis en place des limites avec un minimum, maximum, qui ne sont pas liés à tes revenus. OK. Donc, et est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête de dire, tiens, là, à ce moment-là, moi, je conseille de ne pas y aller et de peut-être prendre l'argent et de le mettre ailleurs? Oui, pourquoi pas. Si par exemple, la personne ne paye pas d'impôt, c'est dommage peut-être d'aller sur le PER parce que ce que je te disais au début, c'est qu'il y a deux leviers. Il y a l'impôt et il y a l'épargne. S'il n'y a plus l'impôt, on enlève l'un des leviers. Donc peut-être il y a d'autres outils, comme par exemple l'assurance vie, qui pourraient être un peu plus adaptés parce que derrière, on a quand même de la souplesse de l'épargne. Alors concrètement, j'arrive à la retraite. Oui. Comment je fais pour récupérer
mon argent. Et autre chose, deuxième question, est-ce qu'en cas de coup dur, un gros coup dur de la vie, je peux quand même débloquer mon PER? Alors, pour la première, concrètement, tu arrives à la retraite, en fait, on informe l'assureur, coucou, je suis passé à la retraite, donc techniquement, le PER se redébloque. Maintenant, en effet, et surtout quand on s'y prend tôt, il peut y avoir plein d'aléas au cours d'une vie où on peut avoir besoin de cette épargne. Mais attention, elle ne sera débloquable que sous certaines conditions. Et vraiment, ces conditions, je touche du bois ou de la peau de singe, mais le but, c'est de ne jamais s'en servir parce que ça va être des cas un peu graves. Dramatiques, Oui, c'est invalidité, décès du conjoint, surendettement, il y en a d'autres. Mais voilà, on souhaite ne jamais avoir recours à ce type de déblocage. Et il y en a un autre qui est apparu quelques années plus tard, c'est le déblocage pour l'achat d'une résidence principale. Un peu moins grave du coup. Ok, donc oui, là, une bonne nouvelle. Oui. Tu disais donc à la retraite, très bien, j'y arrive, on débloque les fonds. On peut les laisser sur le PER et débloquer tout le temps, ou est-ce qu'il faut les retirer du PER et il faut les mettre ailleurs et faire d'autres placements? Pour le moment, on a le choix. Pour le moment, on a le choix. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est obligé de reprendre l'argent. On a la possibilité de la faire durer encore, cette épargne. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un objectif retraite. Si, par exemple, la retraite, je sais pas, est à 65 ans, on a la possibilité de le laisser encore jusqu'à 70 ou 80 ans, pourquoi pas. Mais on pourra arrêter quand on voudra, cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, l'épargne devient disponible, en fait. Disponible quand on veut, sans autre problème. Ok, alors je te propose, on va prendre un cas concret, très concret. Alors, pour un jeune couple qui veut acheter sa résidence principale dans 5 ans, donc on l'a dit, le PER, est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est plutôt un frein? Là, on parle évidemment de déblocage pour l'achat immobilier. Toi, tu conseilles de le débloquer ou pas à ce moment-là? Moi, je vais être assez tranchée sur le sujet. Le PER, du moins quand j'en fais avec mes clients, c'est vraiment pour la retraite. On ne s'en sert pas d'apport pour sa résidence principale. Et j'ai eu le cas avec un client, je pourrais donner un exemple justement, où je pense qu'il ne l'a toujours pas digéré. Pourquoi? En fait, le PER, tu vas mettre souvent des années à te constituer cette épargne. C'est quand même long et on a un objectif retraite. Si tu souhaites le débloquer pour ta résidence principale, tu vas reprendre ces années d'épargne d'un seul coup. Si tu as bénéficié de ta déduction d'impôt à l'entrée sur ton PER, il faut savoir que le capital accumulé va venir s'additionner à tes revenus imposables. Donc là, tu fais un bond incroyable. Tu peux faire un bond incroyable. Et lui, c'est ce qui est arrivé. En fait, il est rentré avec un intérêt fiscal de 30% à l'entrée. Il est ressorti avec du 30, voire 41%. Donc en fait, il a payé plus d'impôts en récupérant son épargne que le gain fiscal qu'il a eu à l'entrée. Et ce n'est pas un cas isolé. Donc c'est juste que quand on veut débloquer le PER pour sa résidence principale, le terrain peut être un peu glissant. Il ne faut pas l'avoir en objectif pour moi. Et donc, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est plutôt faire appel au crédit? Oui, par exemple. Mais bon, encore faut-il que la banque soit d'accord pour ça, quoi. Et est-ce que ça peut être une caution, une garantie auprès de la banque, le fait de dire j'ai un PER qui est là, j'y touche pas, et donc du coup, ça veut dire que je suis bankable? Je vois ce que tu veux dire, et à la fois, je vais dire, ça dépend des banques. Ça dépend des banques. En fait, elles ont chacune leurs critères de sélection pour justement octroyer les crédits. Montrer qu'on a un PER, c'est montrer aussi qu'on est capable de mettre de l'argent de côté. Pour moi, ça sera que positif. À 55 ans, donc tu as dit, âge de retraite, on va dire 65 ans, est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'au contraire, c'est le bon moment de penser à sa retraite? Le bon moment, c'est quand ça te parle. En fait, quand tu commences dans ta vie active, tu vois, souvent ça te parle pas, quoi. Ouais, complètement. Donc c'est vrai que pour moi, le bon moment, c'est quand la retraite commence à parler réellement à l'épargnant. Et si son élément déclencheur, il a 55 ans, alors ton bon moment, c'est à 55 ans. Et de toute façon, on aura encore le temps, en fait, de travailler cette épargne. La retraite, c'est pas non plus demain à 55 ans. Oui, donc c'est pas trop tard, 55. On peut y aller, quoi. Trop tard. Non, c'est pas du tout trop tard à 55 ans. Et est-ce que c'est trop tard à un moment ou même non, à 62 ans, c'est pas trop tard quand même? Alors, c'est pas trop tard, puisque pour le moment, on peut encore garder son PER après le déclenchement de la retraite. Ah oui. Donc, même si tu places à 62, tu pourras toujours ressortir peut-être qu'à 70, 80. Donc, en soi, c'est pas trop tard. Mais encore une fois, mieux vaut anticiper. Mieux vaut anticiper. Allez, on va faire un petit focus sur la question de la fiscalité, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas se dire qu'on faisait un PER uniquement pour la question de la fiscalité, mais quand même, en quoi c'est un avantage fiscal si puissant? Parce que c'est vrai qu'on t'en parle tout de suite en général quand tu fais un PER.
C'est très puissant, un PER, puisque l'avantage fiscal va dépendre de ta tranche d'impôt. D'accord. Je vais donner un exemple chiffré, ça parlera beaucoup plus. On prend une personne célibataire sans enfant, qui a 50 000 € de revenus imposables. Elle est donc dans une tranche à 30%. Ça signifie qu'à partir de maintenant, quand elle va gagner 1 € supplémentaire, il sera imposable à 30%. Cette personne ouvre un PER, place par exemple 1 000 € dessus. Les 1 000 € vont venir s'enlever de son revenu imposable. Donc elle sera imposable sur 49 000 €. Ouais. Comme les 1 000 € qu'on a placés sur le PER ne sont plus imposables, on a économisé 30% d'impôt sur ces 1 000 €, puisqu'elle est dans la tranche à 30. Donc on a économisé 300 €. Ces 300 €, déjà ça fait un joli gain. Ouais. Maintenant, il y a 2 options. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la personne souhaite les consommer? Et je ne sais pas, a fait un super resto. Soit elle a la possibilité de réinvestir en fait cet avantage fiscal. On peut l'investir dans bien des solutions. Si on choisit le PER, on va recréer de la déduction fiscale avec un avantage fiscal. Donc c'est un outil qui est quand même très puissant, parce que ça c'était un exemple de personne qui est dans la tranche à 30%. Imagine quelqu'un qui a 41, voire 45%. En fait, d'un point de vue fiscal, il est inégalable. Ouais. Tu peux même peut-être essayer de rester sur une tranche inférieure grâce à un PER. D'éviter de, comme on dit, sauter une tranche, passer une tranche supplémentaire. Donc, est-ce que cette mécanique-là de réduire ses impôts avec le PER, c'est pas prendre le risque d'en payer plus tard, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu artificiel? Parce qu'en fait, on baisse artificiellement ses revenus. Oui, complètement. Et puis ça aussi, je l'ai déjà entendu, c'est si je m'évite 30% d'impôts quand je place dessus, je vais devoir les repayer plus tard. C'est pas faux. Mais en fait, il ne faut pas forcément fuir l'impôt. Il faut voir ce double effet de levier dont je te parlais un petit peu. C'est qu'à partir du moment où tu vas réduire tes impôts par cet effet de déduction fiscale, si tu replaces dans ton PER, c'est là où ça prend aussi tout son sens, c'est que tu vas booster le capital constitué avec de l'impôt que tu aurais dû donner à l'État. Donc déjà, tu vas pouvoir le réinvestir pour toi. Et en plus, comme on est sur un placement souvent de long terme, on va pouvoir faire travailler cette épargne. Et donc l'objectif aussi, pourquoi pas, c'est de faire suffisamment travailler cette épargne pour gommer un peu l'impôt qu'on devra payer à la sortie. Donc c'est pas juste un décalage entre l'entrée et la sortie et repousser l'échéance de paiement. C'est en fait construire cette stratégie de double levier. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'avec toi, c'est pas si simple que ça. C'est pas blanc ou noir, c'est qu'en effet, il faut vraiment essayer de voir toutes les nuances qu'il y a au milieu. Complètement, c'est un vrai arc-en-ciel. Imaginons, je suis pas, tu l'as évoqué tout à l'heure rapidement, mais j'aimerais qu'on y revienne. Je suis pas imposable. Est-ce que du coup, le PER a quand même du sens? Il peut en garder, mais c'est vrai qu'il en perd un petit peu. La contrepartie d'être bloqué jusqu'à la retraite n'est pas anodine. Donc ça peut avoir du sens pour une personne qui aimerait, je sais pas, sanctuariser un peu son épargne retraite et être sûre d'en avoir une. Bon, bah, avec le PER, tu es sûr, parce que tu pourras quasiment pas y retoucher. Donc ça peut être une solution. Allez, question un peu plus technique. Dans quel cas la sortie en capital est plus pertinente que la rente? Peut-être déjà nous expliquer un peu tous ces mécanismes déjà. Ça dépend. Dans quel cas? En fait, ça dépend. Ça va dépendre déjà du projet de la personne. Quand on a construit ce PER, le but, c'était quoi? C'était, par exemple, de financer un achat immobilier, une voiture, de faire des cadeaux à la famille. Dans ce cas, on va avoir besoin plutôt d'un capital. Est-ce que c'était de maintenir un train de vie de façon régulière parce qu'il y a peut-être des crédits en cours, il y a peut-être un conjoint à protéger? Là, on va peut-être étudier la rente. Et comme les deux ne sont pas fiscalisés de la même manière, va falloir aussi prendre ça en compte. C'est de faire une simulation d'impôt et de se dire, bon, bah attends, faut pas non plus te mettre dans le pétrin fiscalement. Et à quel moment tu fais ce choix, en fait, de prendre soit le capital, soit la rente? C'est le gros atout du PER, c'est que tu choisis pas au moment où tu verses, tu choisis au moment où tu es à la retraite. Ah, au tout dernier moment. Ouais. Au tout dernier moment, tu arrives à la retraite et là, tu as quand même ce choix-là à faire. On arrive à la retraite, qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette épargne constituée? Est-ce qu'on la transforme en rente ou est-ce qu'on la consomme sous forme de capital de temps en temps quand tu as besoin? Et ça, en fait, là où on va pouvoir être assez précis, c'est qu'on va faire des simulations avec l'assureur. On va regarder à combien s'élève la rente. On va la mettre en simulation d'impôt pour voir ce que ça déclenche aussi. Et en fait, c'est là où je te réponds du cas par cas. Ok, mais en tout cas, il faut déjà savoir qu'on a ces deux possibilités-là et qu'elles peuvent avoir des impacts fiscaux et même de la vie de tous les jours très différents. Donc,
prendre le temps de réfléchir. Oui, Ou en tout c'est cas ça. d'anticiper et de faire les simulations. Allez, quelques dernières questions quand même pour continuer à bien ancrer les choses. Quelle est la première chose que tu regardes sur le contrat d'un client avec lui pour savoir si je garde ou je transfère? La première question, c'est est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à piloter cette épargne, ce PER qui est destiné à votre retraite? S'il y a un pilote, si l'épargnant est très satisfait de son accompagnement et de son épargne, très bien, on ne touche pas, elle est déjà sur les rails, parfait. En revanche, s'il n'y a pas de pilote, là, je vais commencer à creuser avec lui et un petit peu m'intéresser, surtout s'il veut que j'ai un regard sur son épargne, pour savoir combien on a versé, où est-ce qu'on en est sur les plafonds, sur quoi c'est investi, dans quel but il a été fait aussi, et on en est où par rapport à la retraite? C'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans? Et en fonction de ces réponses, on va voir si c'est quand même judicieux qu'on le retransfère pour justement aussi qu'on reprenne la main ensemble. Et est-ce que c'est judicieux d'avoir plusieurs PER? Parce qu'en fait, c'est un produit qui peut être proposé par toi, mais par aussi la banque. Voilà. Donc, est-ce que c'est judicieux d'avoir plusieurs PER ou pas? Stratégiquement, pas forcément, puisqu'en fait, ce qui va être important, c'est de bien sélectionner l'assureur pour avoir derrière quand même des bons appuis financiers, dans le sens un assureur qui soit solvable, tout simplement, une entreprise solide. Et ensuite, ça va dépendre de ce qu'on va vouloir mettre dans le PER. Parce que l'enveloppe fiscale, peu importe où on va, c'est toujours la même. C'est les mêmes REP, c'est le code des assurances. Après, ça va dépendre de comment on va la piloter. Donc, avoir plusieurs PER peut sembler aussi un peu s'éparpiller. Alors, tu vois, moi, on me l'avait conseillé en me disant, vous avez 2 enfants, donc un PER pour chaque enfant. Si jamais il vous arrive quelque chose comme ça, chacun a le sien. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la clause bénéficiaire, mais en fait, avec un PER, tu peux déjà désigner tes 2 enfants, par exemple, à parts égales. 50-50. Oui, à parts égales. Ouais. Bon. Donc, de toute façon, comme ils vont récupérer le capital, peu importe, entre guillemets, d'où vient ce PER. Tu as des conseils sur cette clause particulière à donner ou pas? C'est juste bien réfléchir à qui, évidemment, on donne. Oui, bien choisir à qui on donne, penser à la faire évoluer et en fait à la réétudier quand même de temps en temps, parce que la vie évolue. On peut avoir des surprises, des changements, ça peut être justement une naissance, une séparation, au contraire un mariage. Et donc forcément, si on choisit des clauses évolutives, elle évolue toute seule sans nous concerter. Oui, donc ça vaut peut-être le coup de la réévaluer de temps en temps. Oui, quand il se passe quelque chose. Ouais, faut quand même la suivre, cette clause. Et se faire accompagner si jamais on veut la rédiger par soi-même. Parce que des fois... On peut la rédiger par soi-même? Oui, on peut la rédiger en fait sur un papier libre et la donner à l'assureur comme ça. Il faut quand même faire attention, à une virgule près ou à un mot près mal exprimé, en fait, ça peut changer tout le sens de la clause. Et s'il y a doute, c'est pas bon. Allez, si on devait donner le conseil numéro 1 avant d'ouvrir un PER, c'est le moment de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit maintenant. Je dirais de ne pas le faire tout seul. Ouais, le PER a quand même pas mal de petites particularités, faut quand même pas passer à côté. Je parle, tu vois, de comment va travailler cette épargne, je parle des plafonds, je parle des compartiments. Là, dans la globalité, on a surtout parlé du compartiment 1 en déductible. En réalité, il y a du non déductible et il y en a d'autres. Donc, ne pas se tromper là-dessus. Et surtout, ce que je vois, c'est que les personnes qui ont voulu faire des PER seules ont activé le levier de l'impôt, parce que ça, elles l'ont compris. ouais. Mais le levier de l'épargne, lui, il n'est pas forcément totalement exploité. Donc, en fait, l'outil fonctionne qu'à moitié. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, c'est un placement qui est connu, reconnu, mais peut-être pas suffisamment connu. Peut-être, oui. Et qu'il nécessite en effet d'avoir tous les mécanismes que tu nous as expliqués. En tout cas, un grand merci à toi, Solène. J'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de vous lancer dans cette aventure du plan épargne retraite. On espère vous avoir donné plein de tips, de conseils, de vous avoir donné envie de vous lancer dans cette aventure du plan épargne retraite. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, ils sont très nombreux. Pour ça, on vous met toutes les descriptions juste en dessous. Vous avez la chaîne YouTube, les réseaux Innovea, vous avez toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne rien louper et on vous dit à bientôt.